Mes chers toutes et tous, bonsoir, salam alaikum. Dans cette nouvelle édition, cette nouvelle conférence, nous avons l'honneur de recevoir Maître Abdul Jalil Dari. Maître Abdul Jalil Dari est à la tête de plusieurs organismes, acteur de la société civile, juriste, membre du barreau des avocats libéraux, fondateur d'une plateforme hyper importante dont on laissera notre cher intervenant dire un mot tout à l'heure, une nouvelle plateforme franco-suisse de lutte, de prévention et de lutte anti-radicalisation et qui joint les efforts entre la Suisse et la France et au-delà, parce qu'il s'agit de l'Europe de manière générale. Maître Abdeljalil Dari est aussi le président, le fondateur d'une association des droits de l'homme, association qui défend les droits des victimes et qui veille au respect des droits fondamentaux de l'être humain et qui œuvre contre toutes les formes d'exaction, de racisme, d'exclusion, de marginalisation, crie voix des victimes. Et puis enfin, bien sûr, nous recevons ce soir Abdeljalil Dari, qui est le vice-président de la coordination des organisations islamiques suisses. Je ne pourrais énumérer toutes les fonctions qu'il occupe, vu qu'il occupe une autre fonction très importante sur le plan diplomatique international, à savoir qu'il est le représentant national en Suisse de l'Académie diplomatique africaine. Cher Abdeljalil Dari, je vous souhaite la bienvenue. On est extrêmement honoré de vous avoir avec nous ce soir pour nous parler de ce grand sujet, de votre expertise, nous transposer votre expertise concernant la situation de la radicalisation en Suisse, peut-être nous donner quelques faits, peut-être aborder cette question en comparaison avec la situation des pays avoisinants la Suisse. On est très, très honoré de vous avoir. Salam alaikum, marhaban bikum. Merci beaucoup, Sidi Boumedine. Je propose, permettez-moi de proposer à nos sœurs et frères de fermer le micro parce qu'il y a des échos, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mon cher ami, mon cher frère, mon professeur Sidi Boumedine Ben Yahya, directeur de l'Institut Kalima, pour cette invitation. J'aimerais bien vous remercier, vous exprimer ma reconnaissance parce que aussi vous êtes un pilier de notre travail, un pilier de notre action. Merci infiniment. J'aimerais bien signaler dès le début que je ne suis pas francophone d'origine, je maîtrise des autres langues, que le français, s'il y aura quelques fautes, etc., pardonnez-moi. Merci infiniment pour l'invitation et c'est un honneur et un immense plaisir pour moi. Alors, cher Monsieur Dari, tout l'honneur est pour nous de vous avoir ici sous l'égide de l'Institut Kalima. Vous le savez très très bien, vous qui travaillez depuis des années durant au sein de la Suisse sur ces questions de la défense des droits de l'homme, sur les questions de la marginalisation, de la racialisation, de l'instrumentalisation de la religion pour des fins politiques. Vous travaillez aussi sur la question de la radicalisation, franche ou pas, directe ou pas, extrêmement présente ou pas. En Suisse, on vous pose la question, peut-être la question primordiale, en saluant bien sûr tous les auditeurs et les auditrices qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous pour vous écouter et après votre intervention pour interagir directement avec vous s'ils ont des questions particulières. Comment définir, mon très cher Abdeljalil Dari, maître, comment définir la radicalisation, notamment en relation avec la religion?
Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer la présence de quelques amis comme Jean-François Molinet, le président de l'Union internationale de paix, notre cher docteur Mnouka Erguic, notre frère Nabil et docteur Doli Sarraf de Liban. Écoutez, il n'existe pas de définition universelle sur le phénomène de la radicalisation menant surtout à la violence ou la radicalisation qui n'est pas violente, un processus selon lequel des personnes adoptent un système de croyance extrême comprenant la volonté d'utiliser, d'encourager ou de faciliter la violence en vue de faire triompher une idéologie, un projet politique ou une cause comme moyen de transformation sociale. Au cœur du processus de radicalisation menant à la violence, on trouve une dynamique de rupture des individus avec leur environnement social, politique, économique, l'environnement de proximité comme la famille ou l'environnement lointain aussi comme la communauté religieuse, la communauté culturelle, la communauté raciale, etc. Ainsi, la radicalisation violente surtout renvoie à l'adoption d'une idéologie dont la logique devient un véritable cadre de vie, d'action, de signification pour un individu. La croyance dans l'utilisation des moyens violents pour faire entendre et pour réaliser et concrétiser les objectifs d'une cause, d'une émanation intellectuelle, politique, sociale, économique, de n'importe quoi. Bon, concernant il y a la différence entre radicalisation violente ou non violente. Est-ce que c'est le même concept? Il est important de distinguer la radicalisation violente de la radicalisation non violente. Parfois, l'enfermement d'un individu dans ses propres certitudes peut se traduire par un positionnement radical qui n'est pas nécessairement en contradiction avec les valeurs et les normes démocratiques. Par exemple, on voit comment maintenant cette tendance de classifier, par exemple, ce courant complotiste comme une sorte de radicalisation. On voit par exemple, il y a cette tendance de classer les gens qui critiquent l'agissement de quelques institutions, de quelques manifestations, de quelques personnes, soi-disant du musulman comme islamophobes. Il y a au contraire des gens qui défendent les musulmans et l'islam avec pratiques libertaires sont classés comme islamo-gauchistes. Il y a beaucoup de choses et on joue, par exemple, lorsque vous ne défendez pas un violeur, par exemple, soi-disant, ça a été une grande personnalité musulmane, il se cache derrière l'islamophobie pour dire que chaque critique contre lui, c'est de critique contre l'islam. Alors, tout le monde savent que les critiques peut être pour personne, pour ses mœurs, pour ses pratiques, ses croyances. Ce n'est pas contre l'islam. On voit beaucoup de choses qui, ça veut dire il y a une définition d'opportunisme fluctuel de la radicalisation, ça dépend de la société. Par exemple, on voit les gens maintenant sur le Facebook, lorsque vous critiquez l'Ukraine, par exemple, vous êtes directement qualifié comme pro-russe, radical, comme Poutine, etc. C'est le contexte politique, c'est le contexte social, c'est une croyance générale aussi qui donne une définition à la notion de radicalisation.
Je vous remercie infiniment pour cette longue introduction et clarification par rapport à la définition de la radicalisation. Vous l'aviez rappelé, Maître Dari, que la radicalisation est quelque chose d'extrêmement complexe parce qu'elle est connexe à plusieurs dimensions et les causes peuvent être diverses et variées. Comme un plan général, ou si vous voulez, comme une définition générale de la radicalisation, vous l'aviez dit aussi, une fixation sur une idée qui devient dominante et qui s'impose, qu'on essaierait d'imposer aux autres avec la violence notamment. Mais vous avez hiérarchisé la radicalisation en radicalisation violente et radicalisation non violente. Oui. Et vous aviez posé cette problématique qui concerne aussi qui définit et quel est le curseur de la définition pour pouvoir rentrer dans la case de la radicalisation. Alors, peut-être vous pourrez nous en parler oui. des cas qui existent en Suisse notamment. Oui. Et est-ce que vous allez qualifier ces cas ou ces situations de situations radicales, ou vous pensez que ces situations ne sont pas tout à fait radicales? Enfin, je vous laisse le soin de... Oui. Qui est défini? En droit, on apprend toujours le droit concessionnel, et qui nous enseigne que l'humanité est dirigée par un système politique dirigé par un pouvoir. D'abord, c'est le pouvoir politique, le pouvoir qui a une manipulation du contrainte légale qui définit la radicalisation principalement. C'est ça. Comme les crimes, qui définit les crimes, la violation des lois? C'est le pouvoir exécutif et le pouvoir juridictionnel travaillent pour le respect des lois, et en contrepartie, on met un système de punition, de répression, de prévention contre la violation de droits. C'est la même chose concernant la radicalisation. D'abord, il y a le droit, ça veut dire le droit national, et en plus de ça, il y a le droit international. Il y a des conventions de doctrine au niveau international qui a déterminé les actes terroristes, les actes de radicalisation, la manifestation d'un comportement radical. Et les États, ils ont adopté ces normes au niveau international ou au niveau national. En même temps, il y a aussi les groupes d'influence au niveau de la société. Des groupes d'influence comme les partis politiques, par exemple. En France, vous avez beaucoup de polémiques concernant des gens, soi-disant, dans l'appartenance de gauche. Les partis, les socialistes sont dans la majorité islamophobe, mais je confirme ça. Mais par exemple, l'extrême droite, lorsqu'ils défendent les musulmans, ils défendent la liberté d'exercice de la culte pour les musulmans, sont qualifiés directement par l'extrême droite comme islamo-gauchistes. Et puis, les défendeurs de l'islam, les défendeurs de la liberté de culte et les défendeurs de l'existence de l'islam en Europe qualifient les autres lorsqu'ils critiquent, par exemple, les musulmans, parfois des critiques abusives, des critiques extrêmes, humiliantes, et parfois ils critiquent quelques personnes, par exemple, comme l'imam Wissem, etc., des autres histoires concernant des comportements immoraux de quelques personnes, on les qualifie comme islamophobes. Ce sont les groupes d'influence, les lobbies, ce sont les partis politiques. Et puis, il y a la naissance de la radicalisation complotiste. C'est qui a déterminé ça?
les médecins, le système, avec le médecin, avec les conformistes, les gens qui aiment le vaccin, qui aiment le respect des autres, qui aiment les masques, qui aiment l'hygiène collective, qui ont des soucis concernant leur santé, etc. Ils ont qualifié des gens qui ont critiqué, par exemple, quelques mesures sanitaires, le confinement, l'obligation de masque, l'obligation de vaccination, la limitation d'action, la limitation de mouvements pour les gens non vaccinés comme des complotistes. Toujours, il y a le dominant, la logique de dominant-dominé. C'est ça, dominant-dominé. En même temps, au sein des mêmes courants, par exemple, pour le musulman, on trouve plusieurs courants, par exemple. Pour les sunnites, il y a des différences entre plusieurs écoles, par exemple. Il y a des gens qui considèrent, par exemple, un groupe qui s'appelle Ahmadi comme extrémiste. Il y a des gens qui considèrent l'Ahbash, par exemple, sont les sunnites de Liban qui ont les adeptes de l'Habashi comme des extrémistes. Les frères musulmans sont qualifiés comme des extrémistes. Les wahhabites sont qualifiés comme des extrémistes. Bon, les wahhabites et les frères musulmans c'est une évidence, sont des extrémistes avec une qualification universelle. Par exemple, les wahhabites qualifient les chiites comme extrémistes. Au sein du Coran chiite aussi, il y a de différences entre l'Ithna Ashariya, Ahl al-Bayt, Zainabiya, etc. Chaque groupe qualifie l'autre comme extrémiste et la différence est vue avec un point de vue et de diabolisation et de criminalisation. Alors, cher maître, vous avez mis le doigt sur pas mal de points qui sont fondamentaux. D'ailleurs, j'allais vous poser des questions là-dessus. Vous nous dites en gros, enfin, et en détail, qu'il y a quand même un concours entre les représentations ou les écoles, quelque part, vous avez cité les chiites, les sunnites, enfin des mouvements comme les wahhabites et d'autres, les ahbash et d'autres, que chaque camp idéologique, hein, peut-être on va parler un petit peu d'idéologie religieuse extrême, chaque camp va qualifier les autres camps d'extrême, mais vous-même, vous l'aviez bien défini au début, que le radicalisme qui mène à l'extrémisme et qui mène à la violence physique, peut-être même monstruosité, comme on l'avait déjà vu en Europe et ailleurs, est une passerelle incontestable et glissante. La définition elle-même, maître, de la radicalisation et de l'extrémisme, qui est un autre vocable, qui désigne peut-être d'autres significations, mais qui est dans le continuum du processus de radicalisation, pose quelque part problème. Elle pose quelque part problème parce que, vous l'aviez bien rappelé, on pourrait mettre dedans tous ceux qui défendent une cause, parce que cette cause est minoritaire, on pourrait leur mettre, je vais prêter un adjectif ou une adjectivation que vous utilisez souvent, des étiquettes. On va leur coller des étiquettes. Ce sont des complotistes, donc ils sont radicaux, ils sont extrémistes. Est-ce que le danger, ne serait-ce que sur ce plan, Maître Dari, n'est pas de continuer dans cette guerre de terminologie qui, en réalité, cache des réalités très, très graves, à savoir des réalités où nous avons des individus qui, à un certain moment dans leur vie, à un certain moment, prennent les armes ou deviennent eux-mêmes des armes pour mettre la fin de la vie des autres, pour défendre des idées extrêmes, véhiculées, et là j'en finis, véhiculées, transmises, ces idées transmises, à partir aussi d'une littérature sacrée, et là je parle du cas des musulmans, d'une littérature sacrée qui véhicule des idées comme la question des kuffars opposés immédiatement aux musulmans. Est-ce que
ces raccourcis ne nous mènent pas toujours à avoir des extrêmes et des radicaux, qu'on le veuille ou pas, même si le cadre de la loi, vous l'aviez rappelé, le cadre de la loi permet, si vous voulez, à une certaine mesure, de légitimer la mise en surveillance des uns et des autres suite à leur comportement. Et peut-être même, on aura beaucoup à dire là-dessus. Est-ce que cette littérature sacrée et l'interprétation de ces idées, comment faire par rapport à cela, oui, Maître Dar? Oui, j'aimerais bien ajouter, à côté de la situation de qualification des complotistes, etc., il ne faut jamais aussi oublier les mouvements climatiques, les mouvements féministes, l'extrême gauche, les communistes auparavant, etc. Par exemple, une fois, j'ai un ami qui m'a dit, j'ai assisté à une formation, c'est un ami formidable, un homme humanitaire, humaniste, noble, etc. Il m'a dit, à la fin de cette formation, j'ai réalisé que je suis extrémiste, qualifié comme un extrémisme. C'est un homme d'extrême gauche, syndicaliste, humaniste, croit à l'égalité à tout le monde, anticapitaliste, etc. C'est une blague. La détermination du sacré, c'est le clé de voûte de la doctrine extrémiste. Lorsqu'on désigne des choses comme des choses sacrées, qui ne peuvent pas être critiqués. Ils n'acceptent pas la critique, l'évaluation, ils n'acceptent pas aussi la volonté d'améliorer, la volonté d'amélioration, la volonté de s'adapter avec les circonstances, avec le temps, etc. Le sacré, c'est le rigide, c'est l'intouchable, c'est l'immortel, etc. Ça participe à la création et à la naissance de la mentalité et de la doctrine radicale, parce que le sacré n'accepte pas d'être foncé, il n'accepte pas d'être il n'accepte pas d'être bougé, il n'accepte pas d'être amené vers l'évolution, vers le changement, vers l'adaptation. C'est pour cela, par exemple, lorsqu'on parle de l'idée wahhabite, surtout, les wahhabites, ils ont déterminé des choses bien déterminées, des choses qui ne doivent pas bouger, ne s'améliorent jamais, ne s'adapte jamais avec les circonstances historiques et politiques. Et c'est quelque chose, on vit ces choses dans l'11e siècle comme on vit ces choses dans le 20e siècle. C'est quelque chose de stable. C'est pour cela, comme les frères musulmans, c'est le groupe le plus dangereux dans les théologies radicales. Ce sont des théologiens d'une qualité suprême. Ce sont des gens habiles, intelligents, malins. Les autres sont des folkloriques. Hein. Les salafistes, c'est rien. Ce sont des marionnettes. Mais les frères musulmans, c'est le groupe le plus intelligent, le plus menaçant, le plus dangereux dans la doctrine radicale, dans la radicalisation islamique, entre parenthèses. C'est ça. Alors, venons aux exemples peut-être de la Suisse, parce qu'il faudrait qu'on dise un mot aussi de la Suisse. C'est là où vous menez des activités sociales et intellectuelles contre ces idées extrêmes. Est-ce qu'on pourrait comparer la Suisse en termes de radicalisation, par exemple, par rapport, par exemple, à la France, un pays qui a été extrêmement touché dans le passé. Vous savez ce qui s'est passé en 2015 et la suite, et même avant, dans les années 90. La notion de terrorisme et radicalisation s'est manifestée en Suisse juste en 2016-2017, après les opérations de Bataclan, après les événements tragiques de Paris. Mais auparavant, il n'y avait rien de tout. Hein. Sans oublier qu'il y avait des actes
choquants, des actes menés par des radicaux, mais une autre sorte de radicaux. Par exemple, il y avait la polémique de l'indépendance entre la Jura, canton Jura et Berne. Oui. Alors, quelques partisans de l'indépendance de la Jura, ils ont mis, par exemple, quelques bancs parfois dans les années 1970 devant quelques institutions fédérales pour réclamer, pour exprimer leur refus à l'alignement du canton Jura au canton Berne. En 2002, il y avait quelqu'un déstabilisé psychologiquement, etc., qui a été obligé de cesser son activité professionnelle et d'être en chômage. Il a attaqué un parlement, il a tué un parlement à Zouk, dans un canton qui s'appelle Zouk. Il a tué quelques parlements. Jusqu'à 2016, il n'y avait pas quelque chose qui s'appelle terrorisme, radicalisation, surtout islamique. Mais à partir de 2016, la Confédération a pris conscience que l'événement de radicalisation, auparavant, on dit souvent que la Suisse n'avait pas une histoire coloniale, en pensant que la colonisation, l'esprit de la revanche, de coloniser contre les forces coloniales, ça anime l'esprit terroriste qui est fausse. Alors, à partir de 2016, ils ont mis le plan d'action national contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ils ont traité toutes sortes de radicalisation, terrorisme, mais avec une concentration, centralisation sur la radicalisation islamique. En 2016, ils ont créé un centre qui s'appelle Islam et Société. Et dans le but… Le centre de Fribourg. Oui, dans le but d'appréhender, de faciliter l'étude sociologique de l'islam et de jouer le rôle de médiateur entre la société suisse et les musulmans. Mais ce centre, malheureusement, c'est un fiasco total. C'est un fiasco total. Mais avant ça, j'aimerais bien dire quelque chose. En Suisse, l'islam est qualifié par quelque chose. C'est communautaire. On trouve principalement les musulmans turcs, les musulmans kosovars et albanais, les musulmans nord-africains, les nord-africains. Il n'y a pas une communauté soudée, non, chacun dans son nid. Hein. Il y a les Albanais qui ont leur mosquée, les Turcs qui ont leur mosquée, et les Algériens et les Marocains aussi. Il y a une communauté libanaise aussi, sunnite. Il y a en plus de ça, il y a en plus de ça une communauté chiite présentée principalement par des groupes qui s'appellent Ahl-Bayt, des autres groupes comme le Zainabiyya. Il y a les groupes alafites et les groupes soi-disant en sophistes avec l'application d'un islam superficiel light, constitué principalement par des convertis. En Suisse, il n'y a pas une autorité référentielle au niveau de l'islam, comme en France. Ils ont fondé d'abord, mais avant d'évoquer la situation de l'Institut Islam et Société, j'aimerais bien aussi signaler quelque chose. En Suisse, la présence des frères musulmans est très importante. Il faut consulter le rapport qui a été fait par un groupe de parlementaires concernant l'existence des frères musulmans en Europe. Ils ont signalé l'importance de la Suisse comme un point de domination, un point de direction et un point de communication des frères musulmans. Depuis les années 1960, le fils de
Hassan el-Banna, le fondateur historique des Frères musulmans, s'est installé à Genève. Il a fait le centre de Genève. En plus de ça, depuis 1970, les Saoudiens, ils ont ouvert un centre de Genève, qui a été le centre principal de l'Wahhabiyya à Genève. Et durant les années 80, 90, les frères musulmans, ils ont joué un grand rôle, surtout dans le renforcement des mouvements de Moudjahidine à Pakistan à travers la mise des montages financiers, le financement qui passe à travers un banc qui a été monté par un monsieur qui s'appelle Nader, etc., à travers la Suisse pour financer les Moudjahidines à Afghanistan, en Albanie, en Kosovo. La maison de ce monsieur a été perquisitionnée en 2000, l'année 2000. Ils ont découvert des centaines de documents, des milliers de documents qui parlent sur la politique des frères musulmans, la politique d'infiltration, la politique de domination, la politique d'infiltration dans les structures économiques, sociales et politiques, etc. C'est la cellule connue par Youssef Nader. Mais rapidement, l'histoire a été camouflée. En plus de ça, dans les années 90, la Suisse a reçu beaucoup de réfugiés albanais, mais surtout des réfugiés de l'Algérie, de la Tunisie, des frères musulmans, des activistes même dans des mouvements militaires qui ont fui leur pays en crainte de la persécution. Ils ont été reçus et protégés par la Suisse. Tout a été bien jusqu'à 2014. Ça commence des histoires. Ça commence des histoires. En 2015, il y avait un journaliste allemand qui a pu assister à des prêches à 20 tours. Il a remarqué que ces prêches sont en moindre à qualifier, ce sont des prêches extrémistes qui favorisent le terrorisme. L'imam a été interpellé, puis il a été menacé d'expulsion, etc. Puis il y avait une histoire d'un autre imam d'origine libyenne à Bienne qui a appelé à quelques pratiques d'ordre radical, etc. Et puis en 2015 et en 2016, on a découvert qu'un prêcheur de haine qui a endoctriné des terroristes, il s'appelle Béchir Hassan, d'origine tunisienne, il a été reçu dans un centre islamique à Lausanne à 2 reprises. Il a prêché sans avoir autorisation et tout ça a été un choc. Et la conseillère d'État, il a dit qu'il va ouvrir une enquête, etc. Mais du blablabla. C'est du blablabla, il n'y a pas un traitement sérieux, etc. En plus de ça, en 2019, il y avait une opération terroriste en Maroc. C'est avéré que les deux jeunes qui ont tué 2 terroristes en Maroc, ils ont été endocrinés au centre wahhabite de Genève. Il y avait des autres passages aussi de quelques terroristes de 20 tours à l'Autriche. Ils ont fait le passage de la Suisse. Aussi, il y avait des départs vers la Syrie pour appartenir à l'État islamique de Genève. Quelques jeunes, ils ont parti avec leur famille, ils ont retourné après, mais c'est le silence toujours. En 2021, il y avait 2 opérations terroristes, l'autre au Tessin et une autre à Morges. Aussi, il n'y a pas une publication des enquêtes, etc. J'aimerais bien dire quelque chose.
j'aimerais bien dire quelque chose. Depuis 2018, on a commencé, c'est grâce à vous aussi, hein, il ne faut jamais oublier, vous êtes humble, modeste et silencieux, il ne faut jamais oublier vos efforts aussi. On a oublié à mettre une plateforme associative parce que ici, en Suisse, malheureusement, il y a une marginalisation de l'acteur civil. On aime travailler avec les musulmans, mais seulement dans des lieux de culte. On aime traiter avec les musulmans organisés, soi-disant, dans des lieux de culte. Alors, les frères musulmans, ils ont compris ça. Ils essaient aussi de marginaliser l'acteur civil musulman. Il essaie de manipuler, d'infiltrer dans des structures, etc., en adoptant leur stratégie, leur politique de double discours et de double manœuvre. Et il essaie de manipuler la représentativité musulmane. Tu sais bien, Sidi Boumediene, comme une fitière. Il y a en Suisse 2 fitières qui présentent les musulmanes. Une qui est totalement sunnite et l'autre sunnite et chiite avec le côté libéral des associations des personnes, etc. Alors, la fitière sunnite qui représente seulement les lieux de culte, malgré qu'il a été impliqué dans des affaires, les centres qui font partie de cette fitière, ils ont été impliqués dans des affaires de radicalisation des terroristes. Il a essayé d'éliminer l'autre fitière de la représentation au sein du Conseil suisse des religions pour imaginer le degré de la stupidité et cette volonté de manipulation de ces gens, de ces gens qui ne cherchent rien, hein, et qui ne cherchent rien que leurs intérêts et servir un agenda politique bien déterminé. Concernant le centre suisse, le centre suisse Islam et Société, je pose toujours la question, comment nous pouvons se qualifier comme islamologue, comme un expert en islam, sans savoir un mot en arabe? Comment ça se fait ça? L'autre fois, j'ai invité un professeur de l'université de Jérusalem, c'était un juif qui parle l'arabe bien, etc. Même lui, il m'a dit ça, hein. Même lui, il m'a dit ça. Lorsque une fois, j'ai assisté à une formation par curiosité par une femme, soi-disant, un professeur au sein de ce centre qui se présente partout, qui est sollicité partout, etc. Il a dit que le Coran a été écrit 200 ans après la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est scandaleux, c'est lamentable scientifiquement. C'est quoi ça? Et on trouve ces gens partout. En même temps, ils travaillent avec des institutions dans le cadre d'un business de radicalisation. Ils travaillent avec des centres qui ont été impliqués dans des affaires de radicalisation. Un centre qui a reçu Bachir Belhassan, le grand théoricien de terrorisme, qui a endoctriné des terroristes de Berlin, de Nice. Il a été reçu dans un centre à Lausanne où ce centre travaille avec le centre suisse des sociétés. Il y a une sorte de business, des intérêts avec une volonté de marginaliser l'acteur civil musulman. C'est pour cela, pour répondre à ça, on a continué à travailler sans solliciter rien du pouvoir. Hein. Sans solliciter rien du pouvoir, on a continué à travailler et pendant plus de 3 ans, et on a réussi à organiser 120 conférences. On a organisé à établir une plateforme qui s'appelle Plateforme élèves de lutte et prévention contre la radicalisation dans Sidi Boumediene, c'est le référent scientifique. On a reçu 267 consultations. Les gens nous consultent en respectant la confidentialité, etc. Lorsque quelqu'un remarque quelque chose de son fils, etc., il ne trouve pas des réponses parce que le discours et l'encadrement dans les mosquées est absent, malheureusement. Il y a des gens qui viennent et ils donnent des messages à des jeunes, des messages dangereux, parfois sans base intellectuelle, sans base théologique, sans rien de tout, parce qu'il est de quelle nationalité, etc. Malheureusement, nous, on a réussi ça. On a réussi à créer une dynamique entre les associations,
en Suisse, les associations musulmanes, mais on a dépassé aussi la Suisse pour créer une dynamique pour les associations qui œuvrent dans le domaine de radicalisation, de lutte contre le terrorisme dans l'Europe. Et le 16 novembre, on organise la première manifestation concernant la plateforme franco-suisse des associations, des acteurs civils de lutte et prévention contre la radicalisation. Je vous dis quelque chose, par exemple. Par exemple, moi, je suis sunnite, mais je respecte la diversité. Je défends mes frères et mes sœurs chiites. Je défends. On a bien remarqué que les chiites sont marginalisés en Suisse par ignorance de la part de l'autorité, par ignorance. Même cette centre, il n'a jamais travaillé à établir un dialogue avec les chiites. Je critique les chiites parce qu'ils sont enfermés sur eux-mêmes. Ils ont laissé leur place à des autres pour manipulation, pour instrumentalisation et tout. Par exemple, dans les armureries, dans les services militaires, pour les requérants d'asile, des prisons, il n'y a pas des représentants des chiites. Et ça crée de radicalisation chez les chiites en disant, écoutez, nous, les chiites, nous sommes discriminés, nous sommes... Et l'autorité ne réagit jamais, malheureusement. Cher Maître Dari, merci pour cet exposé extrêmement riche et à la fois complexe pour retenir tous les détails que vous avez évoqués avec nous. Alors pour ma part, je connais quand même pas mal d'éléments que vous avez évoqués pour le public. Merci infiniment, infiniment. Peut-être je dis quelque chose à titre personnel, bien sûr, avant d'ouvrir directement, parce qu'on est pratiquement 1 heure ensemble depuis qu'on a commencé cette conférence, Maître Dari. Vous avez été un homme extrêmement courageux, très cher Dari, parce que dans votre intervention, il y a à la fois une constatation réelle des faits parfois extrêmement dangereux, des faits qui menacent la société suisse et qui menacent les familles, qui menacent la nation, si je puis m'exprimer ainsi. J'aimerais bien ajouter quelque chose. Oui. Je remarque par mon pratique modeste quotidien la montée de la discrimination, sous-estimation inédite. Le racisme, c'est quelque chose refusé en Suisse, mais le non-dit dans les coulisses, sous la table, il y a la sous-estimation, la discrimination envers les musulmans. Par exemple, lorsque je vois quelqu'un un jour dans un procès me disant, écoutez, je sais que ces gens refusent que l'avocate soit une femme ou le juge soit une femme. Je trouve ça vraiment choquant parce qu'on prend des étiquettes, des préjugés, mais je vois maintenant que le racisme est en train d'augmenter contre les musulmans et le premier responsable, c'est les musulmans parce qu'ils ont donné de la confiance pour des structures, pour les représenter, que ne vaut rien. Une fêtière qui, soi-disant, représente les musulmans, il ne fait rien pour améliorer la situation des musulmans qui souffrent de la discrimination, de l'exclusion. On a des réfugiés, des centaines de réfugiés, des milliers de réfugiés qualifiés, des Syriens et tout, qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Alors, on a ouvert les bras immédiatement pour les Ukrainiens. Je ne suis pas anti-ukrainien, blablabla, mais je vous dis, nous sommes mal représentés politiquement, socialement, etc. Je vois une fêtière dont le souci principal, c'est de collecter le zakat. Rien du tout. Ils ont bénéficié des bons de l'Hajj auparavant, lorsqu'il y avait de complaisance et complémentarité entre les frères musulmans et les Saoudiens. Maintenant, leur souci, ce n'est pas l'avenir des musulmans, ce n'est pas la création
d'une référence méthodologique pour les mosquées, pour encadrer les prêches, pour encadrer le discours, pour lutter contre la radicalisation qui menace la communauté, c'est zakat, et avoir la reconnaissance de l'État pour avoir une part de l'impôt. C'est scandaleux, c'est lamentable, mais je suis vraiment triste pour les musulmans. Vraiment, je suis triste pour les musulmans parce qu'ils sont menacés dans leur existence. Ils vont payer la facture prochainement. J'aimerais bien dire quelque chose. Hein. Vous avez dit que est-ce qu'il y a une différence entre la situation en France et la situation en Suisse? La France a été toujours un terrain principal des frères musulmans. Ils ont manipulé les musulmans. Ils ont introduit les musulmans dans des combats fictifs, comme en Suisse. Il y avait des référendums contre le minerai, par exemple, ou un référendum contre la burqa. Alors, je n'ai jamais vu une femme musulmane en Suisse qui prennent la burqa comme habit. Bon, je vois les Saoudiens, les Qatariens, etc. Mais les musulmans, ils ont été menés dans ce combat fictif. Ils ont oublié des autres combats de la dignité, de l'intégration. Aujourd'hui, une fille voilée, elle est automatiquement classée, marginalisée, qualifiée comme soumise, etc. Sans parler, lorsque vous... une fois, lorsque je me suis venu en Suisse, j'ai parlé avec quelqu'un qui a été un conseiller. Il m'a dit, écoutez, je lui ai dit, écoutez, avec double doctorat, 14 diplômes, etc. Il m'a dit, mais vous restez Abdul Jalil, vous avez la tête d'un arabe et un musulman. Vous pensez que vous pouvez nous enseigner ici, enseigner des Suisses, etc. Alors que on accepte quelqu'un avec des diplômes falsifiés. On achète maintenant un doctorat avec 5 euros. Hein. On arrive à 5 euros, etc. Je vous dis ça, la discrimination menace la communauté musulmane, mais cette communauté, malheureusement, elle est mal représentée. Et le pouvoir, il est en train de limiter la représentativité des musulmans dans des mosquées parce qu'il a constaté que les mosquées sont mal organisées, mal gérées, sont gérées par la majorité des cas des ignorants, je m'excuse, des ignorants qui cherchent que leurs intérêts. Je vous demande, mes chers amis, de consulter le rapport sur les frères musulmans en Europe. Je vous envoie ça, et aussi le documentaire sur les frères musulmans et l'action de Qatar Charity, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a distribué de l'argent à tort et travers, rien que pour des projets bidons. Hein, pour des projets bidons, je vous demande de consulter le documentaire qui a été fait par mon cher ami qui a été ici depuis quelques jours, Emmanuel Razavi, sur Arte, sur les frères musulmans. Merci infiniment, cher Abdeljalil Dari, maître Dari. Je crois que tout a été dit et on ressent extrêmement fortement, intensément la fibre du défenseur des droits de l'homme, de celui qui veille à concourir, à défendre les victimes, hein, avec un grand V, par rapport à toutes les discriminations possibles et bien sûr qui peuvent nous mener tel que vous l'aviez vu, vous l'aviez dit au début de cette conférence depuis à peu près 1 heure, à une radicalisation violente, mortifère. Je vais, si vous me le permettez, immédiatement ouvrir les interactions avec vous, cher maître Dari, cher docteur. Alors nous avons, et je salue tous ceux qui nous ont rejoints au fil de cette conférence, donc notamment je vois des amis auditeurs, auditrices et des professeurs, des
essayistes, des universitaires. Peut-être qu'ils auront aussi à échanger directement avec Docteur Dari, Maître Dari. Alors, vous avez Nabil dans l'ordre, bien sûr, de vous lever la main si vous souhaitez poser une question directement. Soyez concis, précis, s'il vous plaît, afin qu'il puisse répondre très rapidement pour qu'on puisse traiter le maximum. Il nous reste 15 minutes. Nabil, à vous la parole. Bienvenue. Merci. Vous m'entendez bien? Très, très bien. On vous écoute. D'accord, merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais remercier Maître Dari pour ses explications courageuses et très claires. Et j'avais juste une petite question très rapide. C'est sur la définition que l'on porte au mot et à ce que derrière ça engendre. J'aimerais juste citer 5 mots qui normalement devraient dire la même chose, mais pour lesquels, vous allez voir, ça n'a pas la même signification. Christianisme, judaïsme, bouddhisme, islamisme. Ah, là, il y a quelque chose qui cloche. Et justement, dans cette guerre des mots, dans la radicalisation, il y a plusieurs degrés. Et j'aimerais juste une définition, peut-être la vôtre ou celle de la loi, concernant justement des mots comme extrémiste, islamiste, terroriste. Est-ce qu'il y a une escalade? Est-ce qu'ils sont distincts? Ou est-ce qu'au final, c'est la même chose, sachant que étymologiquement, on sait que ça n'est pas le cas. Merci beaucoup, merci infiniment, cher Nabil. Alors, à vous la parole, cher Maître Dari. Peut-être, est-ce que vous voyez, comme le voit Nabil, qu'entre islamistes, terroristes et, alors j'ai oublié le troisième terme, pardonnez-moi. Extrémistes. Et extrémistes, voilà. Terroristes, islamistes, est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des degrés différenciés entre les trois mots, les trois vocables? Extrémiste, ça veut dire, Sidi Nabil, merci mon cher ami. Terroriste, ça veut dire que c'est le degré le plus haut. Ça veut dire que quelqu'un a passé à l'action violente. Il a passé l'étape de parrainage, adoption, agissement, et maintenant c'est le top. Extrémiste, il peut être violent, un extrémiste violent ou non violent. Et il maintient ses positions et il défend ses opinions. Il voit que ses opinions sont sacrées, non critiquables, etc. Il peut être violent ou non violent. Islamiste, c'est ici le problème de la définition. Qu'est-ce que ça veut dire islamiste? Il y a des gens qui disent islamiste principalement, qui croient, qui adoptent la théologie de l'islam radical, qui adopte la théologie de l'islam politique, qui adopte aussi l'islam wahhabiste. Ça veut dire quelqu'un qui confond, qui a la confusion entre la pratique de l'islam comme religion, mais avec une réclamation sociétale et politique qui peut être violente ou non violente. Merci infiniment, Maître Dari. Pour ces clarifications, par rapport aux significations qui se cachent derrière ces trois termes, avec une vision, un encadrement explicitement juridique. Merci infiniment. Alors, la parole est à notre chère amie, une chère amie commune, professeur Dolly Sarraf, à vous la parole. Est-ce que vous pouvez, marhaban. مساء الخير شير دكتور بن يحيى. أنا سأتحدث بالعربية من بعد إذنكم. سعيدة جدا بالمحاضرة وأشكر الدكتور العزيز ظاهري على هذه المحاضرة القيمة، خاصة أن المعلومات التي قدمها لم تكن فقط نظرية، يعني هو تحدث عن الواقع السويسري وأيضا مقارنة سويسرية فرنسية، وهذا الأمر كان جدا قيم وجدا غني.
أنا سأنطلق من سؤالي من مستقبل العالم. يعني حاليا نحن في علم الاجتماع والسوسيولوجيا نتحدث عن ظاهرة هي ظاهرة أثننة العالم، أي أن هذا العالم يتحول إلى إثنيات، وهذه الإثنيات يتضاعف عددها يوما بعد يوم. وهذا الأمر طبعا سببه الأساسي هو وسائل التواصل الاجتماعي، يعني الميديا، تطور الميديا والسوشيال ميديا، التي يعني جعلت لأي جماعة ما، أي فئة من الأشخاص، جعلت لهم نوع من الفضاء لكي يمارسوا معتقداتهم وأفكارهم وينشروها إلى آخره. وطبعا يعني ترافق مع هذا الأمر خطاب الكراهية عبر السوشيال ميديا. وهذا الأمر أعتقد أنه يعني زاد من تنميط الصورة. يعني دكتور ظاهري تحدث عن الصورة النمطية لبعض الجماعات الإسلامية، والتي بالنهاية انعكست على صورة المسلمين بشكل عام. إذن المشكلة التي أود أن أسأل عنها هي أنه وضع معايير لهذه الجماعات، سأقول الإثنية، يعني لكي أتخطى ربما أو لكي أوسع مروحة الجانب الديني. من سيضع المعايير لكي نحدد من هي الجماعات المتطرفة ومن كلا؟ وهل نستطيع أن نثق بسلطة هي أصلا تمارس نوع من ازدواجية المعايير، يعني كما نرى وكما نشاهد في العديد من المجتمعات الأوروبية؟ إذن سؤالي هو حول المستقبل، كيف يعني سنتصرف مع أو إزاء هذا الواقع؟ وأشكركم مجددا. شكرا. شكرا لكم أستاذة الصديقة الجليلة على أسئلتكم، وهي موجهة إليكم أستاذ ظهري. شكرا، merci infiniment, docteur Sarraf. Vous avez évoqué un point très important, c'est la fuite identitaire. Lorsque nous sentons la marginalisation, la discrimination, les préjugés, le refus de l'autre pour notre identité, pour notre caractère, pour notre religion, on cherche à fuir vers l'espace identitaire minoritaire. الهروب نحو الفضاء identitaire، معناتها فضاء ضيق حميمي نلمس من خلاله on touche par nostalgie نبحث فيه بشعور عاطفي عن هويتنا المفقودة، عن هويتنا المفقودة. سؤال الأستاذة صراف مهم جدا لأنه المجتمعات الغربية باسم الاندماج، la société occidentale au nom de l'intégration, elle écrase l'identité de l'individu, elle écrase, elle tue l'identité de l'individu. هي تقتل هوية الشخص. Soit vous s'adaptez à notre norme, à notre critère, ou vous êtes marginalisé, vous êtes exclu, ou non. C'est pour cela la fuite vers l'espace confortable de minorité pour toucher par nostalgie l'identité, c'est vrai, c'est un grand problème pour les musulmans parce qu'ils sont pourchassés, sont discriminés, sont sous-estimés, etc. Je vous dis quelque chose. J'ai constaté quelque chose, par exemple, en Suisse, on organise souvent dans le milieu professionnel des apéros, hein. Ça veut dire un repas canadien entre les collègues. Alors, toujours, les musulmans, dans la majorité des cas, ils prennent comme stratégie défensive, préventive, nous sommes végétariens, véganes, etc., pour ne pas manger de la viande qui n'est pas halal, pour ne pas manger le porc, etc. Alors, pourquoi ne pas dire, même dans les mosquées, on apprend, il ne faut jamais, dans le milieu professionnel, il ne faut jamais dire que vous êtes musulman,
Il ne faut jamais dire que vous mangez le halal, toujours vegan, toujours pour les piscines, j'ai l'eczéma, pour le conflit israélo-palestinien, non, je sais, je m'en bats les couilles, moi je m'intéresse à Zidane, etc. Cette stratégie passive de négation, des fuites, d'effacement. Non, je suis musulman, je suis fier de moi-même, je ne mange pas ça, je pratique ça, etc. Je vous respecte, vous devez me respecter. C'est ça, être fier de toi-même, de ton appartenance identitaire. Et puis peut-être, juste pour traduire la question, une deuxième question qui était imbriquée de Dr Sarraf, oui, l'autorité normative, c'est l'autorité normative, c'est l'autorité qui a le pouvoir politique, le pouvoir de punition, police, justice, le pouvoir économique aussi. Il y a les multinationales. Aujourd'hui, on a vu multinationales qui produisent des vaccins, etc., comment ils ont agi pour attaquer les gens qui ont critiqué la fabrication des vaccins ou les mesures sanitaires, etc. qui a le pouvoir من له السلطة اليوم يفرض المعايير. أستاذة دولي، أستاذتي وصديقتي، هو يفرض المعايير. وأنا نوجه لك الدعوة 22 جانفي باش تجينا بإذن الله اليوم الصباح بركن نحكي فيها مع الأستاذ بومدين حول quel nouvel ordre mondial. On va poser cette question, Inch'Allah, le 22 février à Genève. Merci infiniment. Alors, je voyais, professeur, je ne sais pas, une universitaire, Madame Amel Rasseb, qui avait levé la main. Peut-être qu'elle a retiré sa question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois aussi sociologue, professeur Siam Sherif. Madame Amel. Oui, il y a Rasseb Amel, je vois aussi docteur Siam Sherif qui est avec nous. Peut-être que vous souhaitez, Sada, vous avez interagir avec Maître Dari. Je vois aussi notre cher ami l'essayiste et le physicien Malik Bezo qui nous a rejoint. Et je vois Anna-Luisa Haddad qui souhaite... Alors, oui, Massa al-Khair. Je donne la parole au professeur C.M. Sherif et puis à Madame Anna-Luisa Haddad par la suite. أستاذة سيهم شريف مرحبا بكم. أهلا مرحبا بكم كلكم، مساء الخير على الجميع. شكرا دكتور ظاهري على المحاضرة، ولو أني لم أستطع سماع البداية، لكن أشكرك على المحاضرة القيمة لأنها في نفس الوقت محاضرة وفي نفس الوقت يعني تجربة يعني عن قرب لك أنت. فقط أنا سؤالي مباشر. أنت تحدثت عن الإكستريميزم وعلاقته الإسلاميزم وعلاقته مع الإرهاب، لكن يعني ما هو رأيك في أنه مثلا في أعمال أوليفييه غوا يقول أنه تقريبا لا يمكن، وهذا حتى هنا في الجزائر عندما عملت الأبحاث الميدانية، أنه الإسلاموي أو المتطرف الإسلامي المتطرف ليس له علاقة مع الإرهابي، أو نستطيع أن نقول العكس، أن الإرهابي لم يكن أبدا يعني في العموم لم يكن أبدا إسلامي متطرف. فهذه النتيجة التي وصلت لها جل الأبحاث السوسيولوجية في هذا المجال، ماذا تقول فيها؟ شكرا لك. ميرسي بوكو سيام. الإسلامي المتطرف كان منظرا أو فاعلا أو ممولا هو شريك للإرهاب، لأنه الإرهابي هو أداة. الإرهابي هو أداة للتنظير، هو أداة للتنظير. Le terroriste c'est un instrument et résultat de manipulation de théologiens extrémistes.
de théologiens extrémistes. On voit souvent les travaux de Olivier Roy, François Burgage, Gilles Kibert comme quelque chose de sacré. Et on voit ces personnes comme des stars. On les cite et parfois ils nous traitent avec beaucoup d'arrogance. Mais nous sommes sur le terrain. D'accord? Et je pense que le terrain, c'est très important que quelqu'un qui a les fesses sur un bureau sans contacter le terrain et sans contacter les magouilles de radicalisation et le rouage pratique et sociétal de pratique. Dans la majorité des cas, في كل الحالات الإرهابي هو الإنسان المغفل الذي كان ضحية استعمال. هو le terroriste c'est un racaille, سقط المتاع qui a tombé dans le piège d'un théologien, d'un islamiste radical et extrémiste. Barakallahu fik, Oustad. Merci infiniment, Maître Dari. Peut-être je vois. Alors, juste avant de donner la parole à Anna-Luisa Haddad, je remets, je crois que Dr Chérif voulait. Enfin, elle est repartie. Oui. Non, juste, je voulais dire à M. Dahri merci encore une fois. Et c'est ça ce que j'ai voulu entendre, parce que c'est vrai, c'est le terroriste, c'est un exécutif, c'est un agent exécutif. Donc, je vois, Sihem Sherif, votre constat ou le constat de Mme Doli Sarraf, c'est plus pertinent, plus crédible que celle d'Olivier Roy ou François Burga, parce que vous êtes sur le terrain. Vous êtes confronté à une réalité qui ne sache pas ces gens, avec tout mon respect pour eux. Merci infiniment, Maître Dari. Merci à vous, Dr Siem, pour votre question. Enfin, on a eu l'éclairage. On essaiera d'aller très très vite si tout le monde souhaite interagir avec vous, Maître Dari. Anna-Luisa Haddad, marhaban bikoum, bienvenue à vous. Est-ce que vous pouvez poser votre question de la manière la plus concise, la plus claire? Je voulais savoir ce qu'ils pensaient. Moi, je suis chiite, par exemple, et oui. Chez nous, il y a malheureusement beaucoup de chiites qui se tournent vers un prédicateur qui s'appelle Yasser El-Habib. Et je voulais savoir ce qu'il en pensait, notre conférencier. Merci à lui d'ailleurs pour tout ce qu'il a dit, c'était très intéressant. Merci à vous, chère madame. Je vous dis la vérité, Anna-Luisa Haddad. Moi, je ne crois pas au sunnisme, je crois à l'islam. Nous avons un seul Coran, nous avons un seul prophète et nous avons aussi notre amour pour Ahl al-Bayt. J'ai 10 amis chiites. La même chose pour Boumedine Ben Yahya. Il est en contact avec tous les tendances islamiques, sauf les radicaux et sauf les serviteurs, ça veut dire les musulmans de service, je m'excuse, les musulmans de service. Moi, je crois à l'unité, j'ai œuvré à l'unité, j'ai défendu les chiites, j'ai que de respect pour les chiites et les sunnites, mais je refuse la diabolisation des autres, je refuse le mépris de l'autre musulman, mépriser votre frère sur son pratique, sur ses croyances et tout, et respecter les choses sacrées, respecter les femmes du prophète alayhi salam, respecter Ahl-Bayt, c'est très important, ou nous allons tomber dans une radicalisation interne, ce qui a traversé l'Irak, ce qui a traversé le Yémen malheureusement maintenant, parce qu'on voit la situation catastrophique en Yémen, les musulmans tuent les musulmans, on voit les enfants affamés, on voit les femmes violées, tuées d'une façon berbère. Est-ce que ça, c'est l'islam au nom de la différence? D'accord. Je ne connais pas ce monsieur ou je fais comme je ne le connais pas. Je m'excuse. Merci infiniment, maître. Merci pour votre réponse. Alors, je vois aussi notre très cher
acteur de la société et quel acteur Jean-François Moulinier qui est avec nous. Peut-être il souhaiterait interagir avec vous, ou plutôt professeur Rgig Melouka qui souhaite... voilà. Alors, Jean-François Moulinier, à vous la parole. Je veux vraiment beaucoup remercier c'est un honneur d'être avec nous. Jean-François Moulinier, c'est un honneur. Je serais très intéressé de recevoir le rapport dont tu as parlé sur les frères musulmans. Oui, je vous envoie ça. Oui. Tu m'as envoyé ça m'intéresse. Oui. C'est très très clair. Même vous allez voir que ce centre société, il a reçu une subvention douteuse lorsqu'on met une stratégie d'infiltration. C'est très important. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, je prendrai une dernière réaction, peut-être Melouka ou... Salam alaikum. Wa alaikum salam, docteur marhaban. Merci beaucoup, docteur Boumediene, Sidi Boumediene et docteur Monsieur Dahri. Merci pour votre intervention, pour votre conférence très riche, très intéressante. Je partage votre opinion. En ce qui me concerne, l'islam, c'est une unité pour tout le monde et c'est une religion de paix. Je ne vois pas pourquoi on lui attribue autant de définitions, extrémisme, terroriste, radicalisme, etc. Il ne devrait même pas dire que c'est l'islam. Il ne devrait pas être doté par le mot islam, tout simplement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une solution pour faire comprendre à tout le monde que ce n'est pas l'islam? Oui. Vous avez raison, docteur Amlouka. Merci beaucoup d'être avec nous. Et merci beaucoup pour votre encouragement continu, votre considération. Ça me touche personnellement. Écoutez, nous sommes des victimes de malcompréhension, de sous-estimation, de discrimination, etc. Nous devons mettre une stratégie pour protéger l'islam de l'intérieur contre ces prêcheurs de haine, ces prêcheurs de terrorisme, de radicalisation, mais nous devons aussi mettre une stratégie de marketing, de management pour donner l'image réelle de l'islam, qui est une religion de paix, de dialogue, de respect de l'autre, Avant-hier, docteur Mlouka, j'ai reçu quelqu'un, un activiste arménien, et il est venu sur notre plateforme pour scandaliser la deuxième génocide de le silence international contre les crimes qui visent les Arméniens maintenant. Il a dit quelque chose. Les seuls qui ont soutenu les Arméniens pendant le premier génocide, ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les États-Unis, mais ce sont les musulmans. Ils ont ouvert les bras pour les Arméniens, ils ont intégré les Arméniens, ils ont donné salam, la sécurité et l'amen pour les Arméniens. C'est un témoignage qui vous rend fiers. L'autre fois, j'ai reçu le directeur des langues arabes à l'Université de Jérusalem. Il m'a dit quelque chose. Il a publié un ouvrage concernant le Coran. Il a dit quelque chose. Il a été en dialogue en discussion avec le professeur Boumediene. Le Coran, il n'a jamais dit qu'il faut tuer un juif ou un chrétien. Alors, nous devons donner une vraie image de l'islam et de notre religion. Merci beaucoup, docteur. Barakallahu fik. Merci infiniment, professeur Melouka, maître Dari. Alors, je vois Anna-Luisa Haddad qui souhaitait peut-être revenir. Je ne sais pas, vous interpeller. Non, c'était tout à l'heure. Alors, on va... alors, je vois Malik, notre cher Malik, et je voyais Madame Gasseb Amel. Alors, enfin... Oui, j'aimerais bien exprimer ma solidarité avec notre frère qui est actif avec nous dans notre plateforme, dans la comité scientifique de l'Institut Kelema.
docteur Melk Bezouh, qui a subi des menaces de la part de l'islam politique, de la part des frères musulmans, suite à la publication de son ouvrage concernant l'islam politique, concernant les frères musulmans, comment il a bien exprimé, et ils ont trahi Allah, comment ils ont lisé l'islam et l'image de l'islam. J'exprime ma solidarité et je demande d'une façon urgente à l'autorité française de protéger notre frère Melk Bezouh. Merci infiniment pour ce témoignage et ce soutien qui s'impose et que je relais des forces les plus profondes de mon être. Moi-même, on doit soutenir tous ceux qui sont menacés par l'extrémisme et la violence, les déviances, le sectarisme et les monstruosités dans ce monde. Merci infiniment de Maître Dari, et on soutient notre déciste, le professeur Malik. Merci infiniment. Alors, je ne sais pas si Malik nous écoute, souhaite… Oui, je vous écoute très attentivement. Et vraiment, d'abord, un immense merci pour ce soutien. J'allais dire, malheureusement, j'ai l'habitude et je suis attristé par le comportement extrême, radical, qui vraiment est une insulte à l'islam et à ce qu'est le message fondamental de l'islam. Ces gens vraiment salissent, souillent et ils sont les idiots utiles des islamophobes et des racistes anti-musulmans en Europe. C'est dramatique parce qu'ils donnent une image catastrophique de l'islam. Ceci étant dit, je tiens à dire que l'exposé de Maître Dari était absolument passionnant, extrêmement clair. Moi, je ne connais pas la Suisse, je vis en France et il a expliqué dans le détail, en tenant compte des éléments de sociologie, d'histoire, comment l'extrémisme, en tout cas comment les choses se sont construites en Suisse, différemment en France, par exemple, où il n'y a pas le même passé colonial, où d'ailleurs il n'y en a pas du tout. Donc vraiment, merci infiniment à Maître Dari pour cet exposé de très, très, très grande qualité. J'ai beaucoup appris, donc j'ai écouté comme un élève. Merci, c'est humble de votre part. Merci infiniment, Malik. Alors, merci mon cher Malik, merci Maître Dari. Je crois que nous arrivons au terme de cette conférence qui fut, vous le disiez à l'instant, mon cher Malik, qui fut intrinsèquement et extrinsèquement extrêmement capitale et intéressante comme conférence et qui nous a permis d'accéder à des données jusqu'alors inconnues. Il faut le reconnaître. Merci infiniment, Maître Dari, pour votre œuvre et votre courage et nous vous soutenons aussi dans vos activités intellectuelles, activités sociales et activités de défense des droits de l'homme, hein, parce que vous êtes ancré de manière pérenne dans la défense des droits de l'homme contre tous les extrémismes. Et vous aviez dit quelque chose, en tout cas que je partage pleinement et profondément. Je crois que tous les professeurs, les auditeurs, les auditrices ne peuvent qu'être sensibles à ce que vous avez dit, cette question du respect inhérent à toutes les minorités, ces minorités qui sont marginalisées, ces individus qui sont mis sur la touche parfois malheureusement par le système et parfois malheureusement par l'action, l'œuvre des êtres humains. On vous remercie vraiment infiniment. Et merci, Maître. Dernier message, permettez-moi, il ne faut jamais perdre de l'espoir. J'ai organisé des choses, moi, une fois, j'ai prévu d'organiser quelque chose, si vous mettez pour décembre 2018. Juin 2018, j'ai reçu une réponse de la commune comme quoi on ne peut pas, de commune de Lausanne, bureau d'intégration, on ne peut pas vous subventionner parce qu'on ne peut pas faire la subvention pour un programme proactif. Ça prouve comment on traite. Alors, le programme, ça a été prévu 4 mois après. Et on donne à des associations douteuses des subventions pour des programmes bidons, pour des programmes fictifs, etc. Il ne faut jamais perdre de l'espoir. Il faut continuer malgré la stigmatisation, parce qu'on ne cherche pas des intérêts, on cherche à satisfaire notre émanation.
c'est de fondre l'existence des musulmans et de l'islam dans une civilisation respectueuse de la différence d'eux et de l'autre. Merci infiniment sur ces mots majestueux d'universalité et de miséricorde pour toutes et tous, et dans le respect de toutes les convictions, nous clôturons cette conférence exceptionnelle avec Maître Dari qui est venu ce soir nous donner non pas son témoignage, mais nous livrer son expertise, fort d'une expérience de plusieurs décades à l'étranger et en Suisse. Notamment, on ne cessera de vous remercier, de vous soutenir pour tous les efforts que vous faites de la manière la plus digne et qui reflète cette intégrité de la dignité de l'homme et ce secret que Dieu a mis dans tous les êtres. Je rappelle tout simplement, parce que beaucoup peut-être ici, et j'en profite comme organisateur de la conférence, que Maître Dari a voué son existence à la défense des droits de l'homme, a voué son existence à la défense des minorités, a voué son existence à la défense de la vérité et a voué son existence à appeler vers la fraternité, vers la paix et vers la diversification des moyens de lutte et de prévention et de lutte contre les radicalisations au pluriel, les extrémismes au pluriel et les violences au pluriel. Que Dieu vous donne la vie, vous préserve et préserve tous nos auditeurs et nos auditrices. Et rappelez, bien sûr, vous l'aviez rappelé, Maître Dari, le 16 novembre, et puis bien sûr le 22 janvier, si je me trompe pas. Et le 10 décembre voilà, aussi. Le avec 10 Malika, décembre aussi, trois événements, voilà, trois événements majeurs en présentiel en Suisse. On vous communiquera toutes les informations relatives à ces grands événements conférentiels et à très très bientôt, mes chers. Merci beaucoup, Sidi Boumediene. Merci à Boumediene Bouyahia, une référence scientifique, une référence morale, un symbole de l'amitié et de la modestie. Merci infiniment, Boumediene Bouyahia, pour tout votre travail, votre dévouement et votre fidélité. Merci infiniment, excellente soirée à tous et paix intégrale et miséricorde intégrale pour tout le monde sans exception. Fi amanillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Wa alaikum salam.